Munich 1938, une leçon en géopolitique pour la guerre en Ukraine, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Récemment, plusieurs dirigeants européens nous ont invités à ne pas céder à la lâcheté face au conflit ukrainien. Alors certes, c'est un terme peu usuel dans le langage diplomatique, notamment à l'égard de partenaires ou d'alliés. C'est même un terme franchement péjoratif lorsqu'on parle d'esprit munichois. Alors, que recouvre ce terme? C'est la première question que nous allons nous poser. En quoi il y a une comparaison possible avec la situation ukrainienne aujourd'hui? Quelles sont les limites de cette comparaison? Est-ce qu'on pourrait établir là aussi d'autres formes de comparaison? C'est l'ensemble de ces questions que nous allons nous poser aujourd'hui avec Fabrice Raval. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un terme qu'on entend souvent. Munich, l'esprit de Munich, munichois, anti-munichois. Mais qu'est-ce que recouvre exactement cette situation qu'on qualifie d'accord de Munich et qui a eu lieu en septembre 1938? Être munichois. Être munichois, c'est d'abord être un traître. Parce qu'on n'a pas honoré sa promesse ou son alliance envers un partenaire. C'est déjà peu satisfaisant. Mais être munichois, c'est aussi être un lâche. Parce qu'on n'a pas honoré cette promesse par peur qu'en réalité, on soit amené à faire des choses qui sont très dangereuses. Et de surcroît, dernier point et non des moindres, non seulement c'est être un traître, non seulement c'est être un lâche, mais c'est être stupide. Parce qu'on ne peut même pas prétendre avoir été un traître ou un lâche pour s'enorgueillir que d'avoir été florentin ou machiavélique. Mais en réalité, cette lâcheté et cette traîtrise vont amener exactement ce qu'on souhaitait éviter, c'est-à-dire le désastre, le pire ou la guerre. À l'énoncé de la définition qu'on vient de donner, on se rend spontanément compte que finalement, dans la langue française, c'est la pire insulte qui soit. Et pour corroborer cette première impression telle que cette définition rapide est en train de la mettre en place, on peut aussi se revenir ou se répertorier vers un certain nombre de citations. Je commencerai peut-être par une de Neville Chamberlain, Premier ministre britannique dans les années 1938, qui avait dit « N'est-ce pas incroyable, fou, dramatique que de devoir avoir à creuser des tranchées ?» Les analogies avec la guerre en Ukraine vont être très intéressantes. Pour un conflit lointain et pour des gens dont nous ne connaissons rien. Quand on écoute cette citation-là, on voit bien à quel point quand même elle est chargée de considérations qu'on considérera de peu amicales, voire totalement déconsidérantes envers un allié. Il y a aussi un autre propos de Léon Blum, un homme politique français en 1938, qui dit « Je suis partagé entre un lâche soulagement et la honte ». Donc là, on sent bien que quand même, il s'est passé quelque chose de peu recommandable. Et enfin, comme nous invite Maurizio Serra dans son ouvrage, alors c'est un ouvrage qui est très intéressant parce que c'est une vraie synthèse, Munich 1938, La paix impossible, est sorti en avril 2024, qui est très complet d'une part, qui est très circonstancié dans les faits et surtout qui est capable de vraie objectivité. Donc il y a un tas d'éléments qui sont remis en place. On revient sur cette citation qui est prêtée à Churchill le 3 octobre 1938 à la Chambre des communes, où il aurait dit notre gouvernement a eu le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre. Même si on sait que cette citation est apocryphe, on voit bien qu'en réalité, ça reprend bien le vrai discours de Churchill, dans lequel il disait « Nous avons subi une défaite et c'est d'autant plus dommageable que nous l'avons subie sans combattre ». À l'audition de cette envolée lyrique de Winston Churchill, on comprend bien que ce qui s'est passé à Munich le 29 septembre 1938 ne doit quand même pas être très très glorieux. Fabrice, il nous revient peut-être de revenir sur les termes de cet accord et comprendre quels étaient les acteurs en jeu. Bah alors, les acteurs en jeu, on a les grandes puissances de l'époque. Faut jamais oublier que les deux plus grandes puissances de l'époque sont respectivement le Royaume-Uni et la France. Et qu'en réalité, on se retrouve dans une situation où l'Italie veut servir, plus que ce qu'on pense d'ailleurs, ce que montre bien M. Serra, d'intermédiaire, parce que l'Allemagne a des revendications. Et là, il y a des choses qui sont intéressantes. Des revendications sur un territoire, le fameux territoire des Sudètes, même si aujourd'hui, nos contemporains ont tendance à totalement l'oublier, dans un pays, la Tchécoslovaquie, parce que ce territoire, tel qu'il a été créé à l'issue des traités de paix, alors, sur l'Autriche et sur la Hongrie, de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon, en réalité comporte une très très grande partie de population allemande. Donc, Hitler les réclame. Alors,
en plus de surcroît en s'appuyant sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en arguant du fait que, puisqu'on a mis la logique qui voudrait que les gens qui sont d'une même culture ou qui pratiquent la même langue soient rassemblés, il n'y a pas de raison que cette population allemande soit séparée. Donc l'Allemagne, en fait, revendique dans un ultimatum, parce qu'on en est là quand même, fin septembre, il y a une menace de guerre dans les 48 heures. Il faut quand même qu'on se comprenne bien. Et sous la menace de cette guerre, finalement, les Britanniques et surtout les Français qui ont des traités d'alliance avec les Tchécoslovaques vont céder à cette pression, vont abandonner la Tchécoslovaquie et vont amener la Tchécoslovaquie à donner le territoire des Sudètes. Il y a un deuxième point qui me paraît très très important à souligner de surcroît, c'est que le traité va donc être signé le 29 septembre 1938, mais le traité va prévoir dans ses clauses que la Tchécoslovaquie doit laisser le territoire des Sudètes entre, faut bien entendre les dates, le 1er et le 10 octobre 1938. Donc là, en plus, il y a l'urgence et la précipitation des événements qui font que les Tchécoslovaques doivent céder très rapidement suite à ce traité, et qu'en plus, ils doivent tout laisser sur place en termes de logistique, y compris et surtout la logistique militaire, et c'est un point essentiel sur lequel on va revenir. Donc là, on a déjà deux éléments qui laissent à penser que c'est quand même particulièrement un traité qui se fait dans des conditions difficiles. Encore faut-il rajouter de surcroît que ce traité, ça c'est très intéressant dans le cadre d'une analyse de ce que sont les relations internationales ou d'une interprétation des relations internationales, totalement à l'extérieur de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, alors qu'on aurait pu croire que normalement un tel échange de relations internationales aurait dû avoir pour cadre cette institution internationale qui est basée à Genève, que d'ailleurs les États-Unis et l'Union soviétique sont absents, ce qui est quand même d'autant plus étonnant que même si c'est des puissances qui sont un peu plus effacées dans les années 30, comme le dira Alexis de Tocqueville dans un ouvrage de la démocratie en Amérique, il y a un chapitre qui est consacré aux futures puissances, et on sait bien que pour différentes raisons, les États-Unis d'une part et la Russie devenue Union soviétique d'autre part sont des futures grandes puissances qu'elles seront dans la guerre froide, elles sont absentes, de même que sont absents, Olivier, les Tchécoslovaques. Et que ça, c'est quand même sidérant, d'autant plus qu'on aurait pu penser que les Britanniques et surtout les Français insistent pour qu'au moins ils soient présents, ce qui veut dire que cette décision va être prise sans même donc leur présence, mais sans même leur aval, ou sans même qu'on leur demande leur avis. Et d'ailleurs, il y a un dernier point qu'il convient de souligner, c'est que justement, ça étonne toujours un peu nos auditeurs ou les étudiants que je leur évoque ces faits, il faut que ce soit les Français et les Britanniques, tard dans la nuit du 29 au 30 septembre, qui viennent annoncer aux délégués tchécoslovaques qui sont enfermés dans une pièce et gardés par la Gestapo, je vous demande de bien entendre les détails, quelles vont être les conditions du traité et dans lesquelles on se rend bien compte que non seulement il n'y a rien à négocier, mais qu'en plus, ils doivent considérer que s'ils ne signent pas, les Français et les Anglais se trouvent totalement désengagés de leur implication. Ce qui veut dire que non seulement on signe Munich, mais qu'on met la pression sur les Tchécoslovaques. Ça, je trouve que c'est jamais assez rappelé pour qu'ils signent Munich. Donc, à l'énoncé de ces 4 points, on se rend bien compte que ce traité, en réalité, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique et en termes de conséquences, parce qu'on ne les a pas encore toutes évoquées, est catastrophique en fait. Oui, parce que là, on vient de viser les répercussions immédiates de ce traité et on voit qu'elles sont déjà considérables pour un jeune pays qui est la Tchécoslovaquie et pour les jeux d'alliance qui sont derrière et l'influence de la France et de la Grande-Bretagne, mais il y a des conséquences à plus long terme et de façon plus ou moins directe. C'est très juste, mais il y a 5 conséquences postérieures qui sont beaucoup plus importantes et que je vais m'efforcer de décrire ou de déployer de façon progressive parce qu'en plus, au fur et à mesure où on va avancer, chacune d'entre elles davantage montre à quel point le traité va s'avérer véritablement catastrophique. D'abord, il y a une logique ou un point tactique qui est assez étonnant. C'est que quand les officiers supérieurs de l'armée allemande ou de la Wehrmacht vont venir sur la frontière, donc occidentale, comme on peut le voir sur la carte de la frange de la Tchécoslovaquie sur le territoire des Sudètes, ils vont rentrer dans un territoire qui avait été très largement fortifié par les Tchécoslovaques, qui évidemment avaient bien compris que cette zone était une zone qui était soumise à des pressions. Et pourquoi relater les faits ? Parce que la plupart des officiers allemands qui vont arpenter ces territoires vont tous faire la même conclusion, c'est que les fortifications tchécoslovaques sont beaucoup plus denses et beaucoup plus importantes que ce à quoi ils s'attendaient spontanément. Et que donc en réalité, s'il avait fallu déclencher une guerre à la suite de l'ultimatum
dans l'hypothèse où les Britanniques et les Français n'auraient pas signé le traité de Munich, la conquête de ce territoire aurait été beaucoup plus longue et beaucoup plus coûteuse que ce que les officiers supérieurs de l'armée allemande s'attendaient. Donc ça, c'est déjà un point qui est intéressant. Vous me permettrez de rajouter là aussi quelque chose dont je trouve qu'il c'est peu souligné. C'est un élément dont il faut rappeler qu'il n'aurait pas dû échapper d'autant plus à l'armée française que c'est les ingénieurs français qui, dans la continuité de la ligne Maginot, avaient fait les fortifications tchécoslovaques. Donc voilà un élément qui n'aurait pas dû échapper à l'information des Français. Mais alors, à cet aspect tactique, il convient de conjuguer un aspect stratégique. Parce que là, on peut considérer que, si vous me permettez d'utiliser un ton caustique, c'est la quintessence de l'exploit stratégique. Parce qu'en signant Munich, les Français et les Britanniques vont tout simplement, ou les Britanniques et les Français vont tout simplement réussir l'exploit peu commun que de débarrasser leur adversaire d'un ennemi. Ce qui est quand même exceptionnel. Parce que si on regarde maintenant la carte, on comprend bien que si la guerre avait été déclenchée à ce moment-là, les Allemands se retrouvent dans une situation très périlleuse, parce que ce n'est pas une guerre sur deux fronts qu'ils doivent faire, comme ils ont eu à la subir entre 1914 et 1918, et comme la plupart d'entre eux craignent énormément qu'elle puisse être reconduite si jamais il y avait à faire une guerre à l'Est ou une guerre à l'Ouest, mais une guerre sur trois fronts. Parce qu'il y a une guerre qui serait donc engagée contre l'armée tchécoslovaque, une guerre qui serait peut-être engagée contre la Pologne, parce qu'avec le corridor de Danzig qui est en train d'apparaître là, on voit bien que les Polonais, eux aussi, peuvent avoir légitimement des suspicions quant aux futures actions de l'Allemagne et donc profiter d'une tension sur les questions tchécoslovaques pour rejoindre les Tchécoslovaques et les Français qui, eux, donc, attaqueraient à l'Ouest. Donc on se rend bien compte, en fait, comme d'ailleurs le dira un officier allemand lors des procès de Nuremberg beaucoup plus tard, que les Français et les Anglais, en signant Munich, ils ont réussi à débarrasser les Allemands d'un point de fixation sur lequel plusieurs dizaines de divisions allemandes auraient été amenées à être engagées. Donc ça, déjà, c'est quand même assez incroyable. Et dans la continuité, il faut quand même savoir qu'on estime, alors évidemment avec le recul et la connaissance de ce que va être l'armée, la guerre technique et moderne ou de vitesse telle qu'elle va avoir lieu à la Seconde Guerre mondiale, l'armée tchécoslovaque apparaît rétrospectivement comme ayant été celle qui était la plus moderne. Parce que la mieux équipée et la plus préparée. Et ça nous amène sur un troisième point, qui est un point plus militaire, parce qu'évidemment, dans la continuité de Munich, où évidemment, je précise, les Allemands vont se saisir de la totalité du territoire de la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939. Donc en fait, le point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est que les Allemands vont mettre la main sur les usines Skoda. Et en faisant ça, c'est des choses qui ne sont pas assez souvent dites. Ils vont déjà doubler leur capacité de production d'artillerie lourde en 24 heures, ce qui est déjà incroyable. Mais indépendamment de l'artillerie lourde, et ça c'était un fait qui était connu, puisque en réalité les usines Skoda, c'était les usines qui avaient fait la réputation de l'artillerie austro-hongroise, qui était justement réputée être très performante sur tous les canons lourds. D'ailleurs, sans vouloir rentrer trop loin dans des considérations précises, les Austro-Hongrois avaient été amenés à prêter ces canons aux Allemands quand il s'agissait de bombarder les forts de Liège lors de leur avance sur le plan Schlieffen en 1914. Donc il y avait déjà cet événement-là, mais il y a un nouvel événement dans les années 20-30, c'est que la Tchécoslovaquie est l'un des rares pays, il y en a moins de 10, qui produit des chars, dont on considère aujourd'hui d'ailleurs qu'ils sont parmi les meilleurs. Ce qui veut dire qu'en réalité, les Allemands, quand ils vont rentrer en Tchécoslovaquie le 15 mars 1939, ils vont mettre la main sur un parc de chars de 210 chars flambant neufs, et ils vont surtout mettre la main sur les chaînes de montage. Et ils vont mettre la main sur des chaînes de montage qui vont leur permettre de produire des chars, alors qu'ils vont requalifier, selon la nomenclature allemande, les 35T et les 38T, Skoda. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle de plusieurs centaines de chars, et qu'en réalité, quand l'offensive allemande, et là, il y a une espèce de, j'ai presque envie de dire, de vengeance de l'histoire ou de la géopolitique, n'est-ce pas, qui est confrontée à autant de naïveté, candeur, nonchalance, ne manque pas toujours de rappeler à ceux qui en ont été les victimes qu'il faut faire très attention, car quel paradoxe de rappeler que parmi les 10 divisions blindées allemandes qui vont envahir la France à partir du 10 mai 1940, elles seront équipées de plus de 331 chars d'origine tchécoslovaque. Donc là, on se rend bien compte quand même que ce troisième point militaire, pas très très fameux. Et puis alors, toujours en allant crescendo, si vous me permettez, maintenant il y a un point diplomatique. Parce qu'évidemment, parmi les pays qui sont absents, il y a l'Union soviétique, et Staline a bien noté que si les Occidentaux signent en Munich, c'est aussi parce qu'ils espèrent à un moment détourner l'attention de l'Allemagne vers ses franges orientales.
Et il y a déjà une démarche à laquelle Staline réfléchissait, mais sur laquelle il va être totalement encouragé que d'aller plus loin, c'est le rapprochement avec l'Allemagne, qui va être consacré par le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, dont on peut considérer qu'il vient en droite ligne de par les conséquences du traité de Munich. Ça fait beaucoup. Il y a encore plus important, il y a la dimension politique. Et là, c'est quand même assez incroyable de constater que les élites françaises et britanniques, que les gouvernements français et britanniques ont été totalement incapables de saisir que la société allemande, jusqu'en 1937 à 1938, est très divisée. On est encore loin de cette image, évidemment, mise en avant par la propagande, et quelle propagande totalitaire qui consiste à donner l'impression que le pays est déjà totalement regroupé derrière son chef, c'est le cas de le dire, parce qu'en réalité, il y a des pans entiers de la société qui sont, on ne va pas dire en résistance, mais qui réfrènent leur soutien, et peut-être ça va surprendre nos auditeurs, l'un des plus surprenants, c'est le haut état-major allemand. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça a totalement échappé à la grille de lecture de l'époque, et c'est fâcheux, parce que le haut état-major allemand, en réalité, pour la plupart des généraux allemands, sont constitués par ce qu'on appelle les Junkers, des aristocrates prussiens, qui en réalité vouent leur fidélité à la nostalgie de l'Empire, qui sont des aristocrates, qui voient en Hitler une sorte de chef plébéien, qui ne fait pas du tout partie de leur conception, dont on a envie de dire qu'ils le tolèrent plus qu'ils le suivent, sur lesquels ils sont très sceptiques dans sa propension à déclencher une guerre alors que l'Allemagne est seulement en train de réarmer. Et d'ailleurs, quand on lit la biographie d'Hindenburg faite par Jean-Paul Bled, on voit bien que Hindenburg, donc le maréchal de la Première Guerre mondiale, quel président de la République de Weimar, quel paradoxe là aussi, dira quand même dans le deuxième semestre 1932 qu'au moment des élections, que quand il s'agit d'évoquer Monsieur Hitler, il n'en fera même pas un sous-secrétaire d'État au poste, ce qui est assez piquant quand on rappelle qu'il va en faire un chancelier 5 mois plus tard. Mais il faut rappeler aussi que Hitler va limoger un certain nombre des officiers supérieurs en février 1938. Et donc là, pourquoi est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'on est en train de dire? Parce qu'on pourrait légitimement se poser la question. Parce qu'en réalité, les officiers allemands vont bien être obligés de constater, et là c'est un immense paradoxe, qu'il y a une victoire diplomatique allemande à Munich. Et qu'en réalité, l'Allemagne a réussi à récupérer le territoire des Sudètes sans avoir à tirer un coup de feu. Et que peut-être, il conviendrait d'un peu mieux considérer le dirigeant de l'Allemagne de l'époque, qui semble avoir plus de maîtrise diplomatique que ceux qu'il voulait bien considérer ou lui prêter. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'en réalité, c'est une erreur majeure, évidemment, mais c'est une erreur majeure parce qu'on va se rendre compte que dans les conséquences de Munich, il y a pire. Au regard de ce que vous venez d'énoncer, Fabrice, je vois mal comment il pourrait y avoir pire encore. Il y a pire. Il y a pire parce qu'en réalité, Hitler ne veut pas les Sudètes, il veut la guerre. Donc en fait, ce que les officiers allemands prennent comme un succès diplomatique, c'était juste un immense bluff qui était censé rendre impossible le fait qu'on ne puisse pas rentrer en guerre. Et donc, en réalité, on se retrouve dans une situation assez paradoxale d'un dirigeant allemand qui est totalement frustré. D'ailleurs, c'est ce que disent la plupart des commentateurs et des proches qui le voient les jours qui suivent, ou le constat que font les autres ambassadeurs qui le regardent. Parce que très loin de se féliciter de la signature, ce à quoi on pouvait légitimement s'attendre, a fortiori eu égard avec ce qu'on est en train d'expliquer, il a l'air assez taciturne et morose. Et d'ailleurs, il répétera souvent à ses proches collaborateurs qu'il n'aurait jamais dû céder à la tentation que de signer ça, parce qu'il voulait la guerre à ce moment-là, parce qu'il considérait que c'était la plus opportune pour la gagner, et pour partir à l'Est, parce qu'il considérait que si les Anglais et les Français avaient été prêts à signer le traité, ils n'auraient jamais pris le risque de rentrer en guerre pour la Tchécoslovaquie. Le comble de Munich, c'est que ça va définitivement convaincre Hitler qu'il peut faire la guerre. C'est ça le comble. Et qu'en réalité, ça ne va pas du tout l'apaiser, pour reprendre le fameux terme de la politique britannique des années 37-38, l'appeasement, mais que ça va totalement discréditer les Français et les Britanniques, qui là, en ayant signé ça, montrent qu'en réalité, du point de vue de leur interlocuteur, il n'y a aucune raison de croire qu'ils n'oseront jamais une seule fois s'ériger contre eux. Donc en fait, Munich rend la guerre inévitable.
Alors, il est peut-être temps maintenant, Fabrice, de faire une comparaison avec la situation ukrainienne et de voir quelles leçons géopolitiques on peut retirer de Munich 38. Est-ce que la comparaison est pertinente déjà? Alors, il y a un certain nombre de comparaisons qu'on peut être amené à faire. La première comparaison, c'est qu'on est objectivement dans une situation où on a une grande puissance qui revendique un territoire d'un autre État national. Donc ça déjà, alors en plus, sur des bases linguistiques ou sur des bases historiques. Il y a un deuxième point qui est moins mis souvent en évidence, c'est qu'en plus, cette prétention se fait dans le cadre d'événements géopolitiques en amont qui ont bousculé la carte géopolitique et qui ont amené des frustrations ou des nostalgies. Alors là, pour l'Allemagne, même s'il faut quand même rappeler que la Tchécoslovaquie n'était pas allemande mais austro-hongroise, il y a la prétention que de revenir sur le fameux diktat du traité de Versailles du 28 juin 1919. Mais sur la Russie actuelle, il y a évidemment le choc de la fin de la guerre froide, la chute du mur et le fait qu'il y a un tas de pays qui se sont désolidarisés de l'Union soviétique. Donc il y a une sorte de nostalgie ou de volonté que de revenir ou de remettre en cause, d'être une puissance qui conteste l'ordre établi par rapport à une nostalgie d'un ordre ancien. Ça, c'est le deuxième point. Il y a un troisième point, c'est qu'évidemment, on voit bien que la mémoire de Munich nourrit en Ukraine la crainte que si jamais les Russes sont victorieux, ils ne peuvent être qu'encouragés à aller plus loin et que de davantage essayer d'exploiter leur succès. Et donc, dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, un quatrième point qui fait que toujours à la lumière de Munich, on voit bien que si on se trouve dans cette perspective-là, le fait que de ne pas oser agir ou que d'être trop timoré pourrait être reproché aux yeux de l'histoire, alors qu'on a déjà subi une situation à l'identique. Ça, me semble-t-il, c'est les 4 points qui permettraient d'associer dans une grille de lecture l'exemple passé de Munich et la situation actuelle de la guerre en Ukraine. Comparaison n'étant pas raison, est-ce qu'il y a des dissemblances sur les deux situations? Oui, il y a des dissonances et elles sont importantes. Et il y en a 3, à mon sens, qui méritent que d'être mises en avant pour qu'on soit peut-être un peu plus dans la nuance dans cette comparaison dont on voit bien d'ailleurs, on y reviendra, que c'est une sorte de maintenant presque de réflexe face aux souvenirs de l'histoire. La première différence, et c'est loin d'être de la sémantique, c'est qu'en Ukraine, on est en guerre. À Munich, on était en amont. Donc à Munich, il s'agissait de tout faire pour essayer d'empêcher la guerre. Et dans la guerre en Ukraine, certains ont l'air d'oublier qu'il va bien falloir qu'à un moment, on essaie de tout faire pour sortir de la guerre. Donc c'est pas du tout la même chose. Et ça veut dire que là, il va peut-être falloir être dans un esprit imaginatif, pour ne pas dire conciliant, pour essayer, même si les clauses qu'on sera amené à mettre en place en termes de diplomatie ne sont pas moralement les meilleures, mais la diplomatie, c'est l'art de trouver une situation médiane pour arrêter la guerre. Et là, il y a forcément l'exemple plutôt coréen qui nous vient à l'esprit, car il faut rappeler qu'après 3 ans de guerre entre juin 1950 et l'été 1953, il y a un armistice qui a été signé. Et le terme d'armistice est important parce que ça veut dire que la paix n'est toujours pas signée depuis 1953 entre les deux Corées, mais qu'au moins on a arrêté la guerre. Donc cette première différence me paraît fondamentale. Il y a une deuxième différence qui devrait, je trouve là aussi, frapper les esprits, c'est qu'il y a l'arme nucléaire. Et que par définition, l'arme nucléaire ne permet plus de se mettre dans une sorte de choix bicéphale qui consiste à soit monter en intensité ou monter aux extrêmes dans la guerre, parce que c'est quand même le choix de Munich. Le livre de Maurizio Serra est intéressant. Munich 1938, la paix impossible. Et on y reviendra, on voit bien que la guerre était déjà là. Et donc, c'est pas un choix entre une sorte de montée aux extrêmes incontournable et d'un autre côté, une sorte d'attitude morale qui consisterait de tout abandonner parce qu'on est face à cette crainte-là. Parce que là, il y a l'arme nucléaire. Et alors là, ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a l'arme nucléaire par la puissance principale ou le belligérant principal qu'est la Russie. Ce qui nous ramène à une question essentielle qu'on avait d'ailleurs évoquée dans une de nos séances précédentes sur les 2 ans. Quel bilan tirer des 2 ans de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Il y a quand même une question dont je trouve que certains observateurs la mettent de côté de façon bien facile. Comment fait-on pour gagner une guerre contre une puissance nucléaire? Donc ça, c'est quand même important. De même qu'il y a un autre aspect qu'il ne convient de ne pas oublier, c'est que, qui va nous donner sur le 3e point, c'est que l'Ukraine, elle, n'a pas les armes nucléaires, mais que certains des pays qui la soutiennent
eux-mêmes sont des pays qui possèdent, sont des pays dotés, comme on le dit. Donc en fait, dans les deux camps antagonistes, on a l'arme nucléaire. Et ça veut dire que là, peut-être déjà, on sent que le fait d'être modéré, ça n'est plus affiché de la lâcheté, mais c'est affiché de la raison, ce qui est fort différent, n'est-ce pas? Et ça nous amène sur un troisième point. Les Ukrainiens ne sont pas seuls. Les Tchécoslovaques étaient seuls. Et en fait, il faut poursuivre le raisonnement. Il n'y a pas que les Tchécoslovaques qui sont seuls. Les Français sont relativement seuls. C'est bien le titre d'ailleurs de l'ancien diplomate Gérard Haraud dans cet ouvrage qui est remarquable. Nous étions seuls. Une histoire diplomatique de 1919 à 1939, où Gérard Haraud a raison de souligner qu'avec le partenariat britannique, il y a une vraie ambivalence. Il y a une vraie ambivalence parce que d'abord, les Britanniques s'inscrivent dans une politique classique qui consiste à essayer d'équilibrer les puissances en Europe pour qu'aucune ne puisse prendre l'avantage. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur 200 ans ou 300 ans. Et d'ailleurs, on le voit bien, le 18 juin 1935, les Britanniques signent un traité naval avec l'Allemagne. Là, on voit bien qu'en réalité, il y a une sorte de mansuétude envers l'Allemagne qui fait que les Français, ne voulant pas s'opposer à l'Allemagne tout seuls, vont être tenus. Et alors, il y a un autre pays qui est absent, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique se sont à nouveau inscrits dans la fameuse doctrine Monroe, telle que le 5e président des États-Unis l'a déclinée le 2 décembre 1823, et à laquelle ils étaient restés attachés jusqu'en 1917, d'ailleurs, pour déclamer les choses, dans lesquelles ils sont retournés parce qu'ils ont refusé, malgré le fait que c'est eux qui proposent la Société des Nations, que de s'inscrire dans la Société des Nations. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où les Tchécoslovaques sont seuls, et où les Français ne se retrouvent pas avec les alliances telles qu'ils pourraient légitimement les attendre, et au moins de la part des Britanniques comme en 1914. Donc là, on est dans une situation qui est très différente, à moins que, avec les élections américaines de début novembre 2024, pour différentes questions de politique intérieure, les États-Unis se mettent à changer, ou que d'autres logiques propres à la société américaine les amènent à changer. Mais voilà, me semble-t-il, 3 différences majeures qui font que, comme vous le disiez bien, la comparaison, dans une citation assez célèbre, la comparaison nécessite quand même d'être fortement nuancée. Alors, on a vu effectivement les points qui limitaient cette comparaison. Est-ce que pour autant, on ne peut pas trouver un exemple historique qui nous permettrait d'appliquer à la situation actuelle une grille de lecture qui nous aiderait à comprendre ce qui se passe? Si, il y en a une. C'est la Finlande, parce que là, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. La Finlande a cette caractéristique géographique que d'avoir 1350 km à partager avec la Russie, puis l'Union soviétique, puis la Russie. C'est une similitude que l'Ukraine a. Et en plus, la Finlande a été 2 fois en guerre avec la Russie. Et il ne faut quand même pas oublier que en réalité, en plus, je pense notamment à la période 45 jusqu'au 3 mars 1953, c'est quand même Joseph Staline dont on peut considérer que, alors ça c'est pour après la Seconde Guerre mondiale, il était là évidemment avant, on peut considérer que ce n'était pas quelqu'un qui on pouvait prêter de l'empathie spontanée envers les Finlandais. D'ailleurs, quand on parle des 2 guerres, il y a la fameuse guerre d'hiver, enfin fameuse c'est peut-être pas le bon terme parce que justement elle est trop oubliée, entre le 30 novembre 1939 et le 13 mars 1940 où les Finlandais doivent affronter tout seuls l'Union soviétique. Et puis il y a la guerre qu'on appelle la guerre de la continuation, du 25 juin 1941 jusqu'à septembre 1944, où les Finlandais, qui ont toujours refusé de considérer qu'ils étaient alliés de l'Allemagne, enfin bon, de facto ils sont en guerre avec l'Union soviétique, vont réussir à négocier un traité de paix. Mais évidemment, au égard à tout ce qu'on est en train de dire, sans oublier qu'en plus, la Finlande a été incorporée par la Russie entre 1809 et 1917. Donc on voit bien que là, il y a un tas d'événements. Le fait que la Russie pouvait considérer qu'historiquement c'est un territoire qui était dans sa dépendance, le fait qu'il y ait 2 guerres, la continuité géographique, c'est assez intéressant, me semble-t-il, à mettre en perspective par rapport à la situation ukrainienne. Or, il y a le concept de la finlandisation. Alors, je sais bien que certains observateurs feront remarquer que cette neutralité était une neutralité forcée. Il n'en reste pas moins vrai que ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que la Finlande ne rentre pas dans l'OTAN à la fin des années 40 en 1949, que la Finlande ne rentre pas dans la CE le 25 mars 1957,
et qu'elle attend le 1er janvier 1995, c'est-à-dire évidemment après la chute du mur et le fait que l'Union soviétique ne soit plus un danger, pour entrer dans les questions européennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, il faut savoir avoir l'intelligence stratégique que d'attendre le moment opportun, quitte à le faire sur un temps très très long, pour pouvoir saisir l'opportunité. Et je trouve que cette comparaison n'est pas assez faite. Elle était judicieuse en amont, elle est peut-être encore, d'un certain point de vue, judicieuse en aval, quand il va s'agir de trouver une solution, car il ne faut pas oublier que dans une guerre, il n'y a que deux hypothèses. Soit on la remporte de façon définitive et on a une totale emprise sur l'adversaire, ou on la perd, soit à un moment, il va falloir négocier. Pour conclure, Fabrice, j'en reviens à la question initialement posée. Est-ce que le traité de Munich peut servir de leçon en géopolitique pour la guerre en Ukraine? Alors, eu égard à ce qu'on vient de dire, je pense qu'on comprend que l'exemple, la comparaison de Munich n'est pas totalement adéquate ou n'est pas parfaite et qu'il y aurait d'autres exemples. Néanmoins, Munich me semble être un exemple intéressant, pas forcément là où on s'y attendait le plus d'ailleurs, parce que Munich va mettre en évidence une vigilance qu'il convient absolument d'avoir en géopolitique et deux enseignements qu'on n'a pas encore eu, qu'on a esquissé mais qu'on n'a pas encore évoqué. La vigilance, c'est qu'il faut faire quand même très très attention à ne pas se caricaturer, à ne pas se figer dans un choix stratégique ou dans une posture. Parce qu'on voit bien que le danger là consiste, par peur paradoxalement, que d'afficher la même faiblesse. Donc là, tout d'un coup, c'est la peur de la faiblesse, à se raidir dans une posture belliciste, quoi qu'il en soit, que ça soit d'ailleurs en Ukraine ou que ça soit ailleurs. Et ça nous amène sur deux enseignements qui me paraissent très très importants. Le premier enseignement qui me paraît très très important, c'est qu'en réalité, ce qu'on n'a pas encore dit sur Munich, c'est que Munich, c'est pas un événement fondateur, c'est un événement révélateur. Munich, c'est le reflet d'un certain nombre de logiques qui ont été mises très en amont. Et là d'ailleurs, il y a des propos d'Henry Kissinger dans son livre Diplomatie, que je conseille vraiment parce que c'est son meilleur ouvrage, page 282 ou 283, qui sont intéressants. Parce qu'Henry Kissinger, d'ailleurs, dans un ouvrage qui fait pratiquement 1000 pages, est assez succinct sur Munich. Et ça s'explique par le fait qu'il considère que Munich, c'était une résultante ou un résultat évident de par ce qui s'était passé avant. Et il fait notamment allusion à la page 282 à un congrès ou à une conférence entre les Français et les Britanniques à Londres en novembre 1937, dans lequel en réalité on voit bien que les Britanniques et Chamberlain déjà font preuve d'un certain nombre de, d'appréhension et de recul par rapport aux demandes sur la Tchécoslovaquie. Et en réalité, le sort de la Tchécoslovaquie, c'est ça la phrase de Kissinger, se joue pas à Munich le 29 septembre en 1938, mais il se joue à Londres le 29 novembre 1937. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que c'est un état d'esprit, en fait. Et que beaucoup plus que l'ensemble des logiques, des territoires qui sont énoncés, ce à quoi il faut faire attention, c'est l'état d'esprit et qui est porté, il ne faut quand même pas l'oublier, par l'opinion publique. Et là, ça nous amène, me semble-t-il, sur un deuxième enseignement, parce que certains souvent sont tentés que de considérer que Munich, c'est le comble du machiavélisme, et qui s'empresse dans la continuité de condamner le réalisme en géopolitique. C'est une grave erreur. Parce qu'en réalité, il faut s'empresser de faire attention de trop vite condamner le réalisme en géopolitique. Si on comprend bien la phrase d'Henry Kissinger, c'est que c'est pas tant le cynisme des signataires qu'il faut fustiger au moment des accords de Munich, c'est leur manque de réalisme dans les années 20 qui aurait dû les conduire à arrêter l'Allemagne bien plus tôt. Donc là, en réalité, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que finalement, encore une fois, on est plus sur une résultante ou sur un reflet que sur un événement qui aurait été une césure. Alors ça nous amène à un deuxième enseignement, c'est qu'il faut faire très très attention, me semble-t-il, aux sentiments et surtout aux sentiments qui sont immédiats et qui sont contemporains. Parce que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, Olivier. C'est la façon dont les traités de Munich ont été reçus à l'époque. Et là, peut-être que toutes celles et tous ceux qui sont plus jeunes ou qui sont moins familiers avec cet événement vont être surpris.
a fortiori à l'aune de la façon dont on a commencé en introduction. Parce qu'ils sont célébrés en héros. Et que le retour va être dithyrambique. La foule porte en triomphe Daladier. Faut quand même, il y a des brassées de fleurs qui lui sont envoyées. Quant à Neville Chamberlain, il va prendre la pose de façon ostentatoire en disant, l'expression est connue, c'est la paix pour notre époque. Il va être accueilli à Buckingham Palace par le roi qui va dire, je tiens à vous féliciter et à vous saluer en premier après cette grande victoire ou ce grand succès qu'est Munich. Donc là, c'est très important à souligner parce qu'on comprend bien qu'on en a une vision qui est totalement différente. Et puis de rajouter que très vite, Neville Chamberlain va recevoir des monceaux de lettres de toute l'Angleterre, et puis bientôt, c'est du monde entier, et il y a des faits qui vont être exceptionnels à rappeler. D'abord, il y a des horticulteurs néerlandais qui vont lui envoyer des pieds de tulipes en étant près de la tentation que les dénommer par son nom pour le remercier. Il y a des pièces en or qui sont frappées à son effigie, il faut quand même entendre ce qu'on est en train de dire. Il y a certains Français qui vont se cotiser ensemble pour lui acheter une maison. On envisage de donner son nom à des rues. Il y a un pope orthodoxe grec qui réclame des morceaux de son parapluie pour pouvoir les enchasser dans l'église en Grèce. Et puis, il y a un tas de personnes qui lui envoient des centaines de cannes à pêche parce que tout le monde sait que c'est son hobby préféré et qui lui envoient des centaines de parapluies. Et puis, il y a juste que des officiers allemands qui lui envoient des courriers en lui disant « Monsieur Chamberlain, grâce à vous, nous n'aurons plus jamais à connaître les affres de la guerre. » Tout ça, quand même, pour remettre en situation, faut quand même pas oublier le fait que le traité de Munich a été reçu de façon non seulement très positive, mais exceptionnellement positive. Comme si là, il y avait un avertissement très très important sur une tentation qui serait un peu trop facile que de mettre en perspective les événements de Munich sur la situation en Ukraine à l'heure actuelle, parce qu'il ne faudrait pas oublier à quel point ça avait été perçu de façon très positive, et donc ne jamais oublier que l'enseignement majeur en géopolitique, c'est prendre du recul et ne pas rester prisonnier d'un sentiment qui est donné par les événements contemporains. Oui, parce que le passé peut éclairer le présent, encore faut-il comprendre l'état d'esprit qui régnait au moment où les événements se sont produits. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.